Salam alaikum Azoul, bonsoir. Parmi les priorités du régime pour exorciser toute menace contre sa mainmise sur le pays, deux actions semblent avoir été adoptées. Sévir contre les mères, les épouses et les sœurs des disparus, sévir contre les blogueurs par trop actifs à son goût. On voit bien que derrière la répression brutale qui s'est abattue sur ces gens, qui non seulement tiennent tête au régime, mais qui appellent à la mobilisation pour aller vers la désobéissance civile, il y a quelque chose qui cloche pour le régime. Ce n'est donc pas pour rien que se profile une grande inquiétude, pour ne pas dire une panique au sein d'un régime qui de toute façon se délite à vue d'œil. Le régime a peur désormais, peur de ces mamans en courage qui ne sont pas sans rappeler les mamans en courage d'Argentine, les madres de la Playa de Mayo, les mamans de la place de Mai qui ont réussi, après 30 années de farouche résistance, à forcer le régime à répondre sur le cas des 30 000 disparus forcés. Les mamans, les épouses et les sœurs algériennes des disparus forcés sont en train d'emprunter le même chemin, de relever le même défi et laissent espérer une grande vague de sympathie internationale qui pourrait contraindre le régime à faire face à ses responsabilités. Le régime l'a bien compris, qui depuis quelque temps a durci ses méthodes et n'hésite plus à lâcher ses soudards contre ces femmes courage. Il a compris aussi tout le poids des réseaux sociaux et leur très fort potentiel de mobilisation. Et il sait, ce régime, pour avoir vidé l'espace public de toute force qui pourrait agglomérer autour d'elle la colère montante et la traduire en contestation politique, que les réseaux sociaux, le Facebook surtout, sont des espaces de plus en plus fréquentés par les jeunes Algériens, tout particulièrement ceux qui cherchent à mettre de côté les clivages idéologiques pour trouver le chemin de l'union et d'une vraie capacité à la lutte politique. Et c'est justement cela qui inquiète le régime, tout particulièrement depuis les insurrections des peuples de la région. Le régime a donc tout mis en œuvre pour neutraliser les réseaux sociaux. Ralentissement à sa plus simple expression de la connectivité, recours à des sociétés internationales pour parasiter et espionner les blogueurs, création sous le prétexte de groupes contre la cybercriminalité d'équipes dans la DGSN, la gendarmerie, la police, d'équipes très étoffées en effectifs et en moyens pour infiltrer les blogueurs algériens et semer la confusion en leur sein. Mais ce fut peine perdue, puisque des groupes de plus en plus nombreux et des individualités particulièrement charismatiques continuent de rallier autour d'eux de plus en plus de jeunes, qui ne cachent pas, qui ne cachent plus leur volonté d'en découdre. C'est cela qui explique cet acharnement du régime contre les blogueurs, qui explique ces moyens massifs qu'il investit pour semer la zizanie parmi eux. L'appel de Ouyahia aux militants du RND d'investir massivement les réseaux sociaux pour défendre l'Algérie, dit-il, est symptomatique de la panique qui s'est emparée du sérail. Et tout indique que le pire est à venir. Les déclarations de la ministre des Télécoms sur la menace des réseaux sociaux sont de la même veine et procèdent des mêmes peurs. Une info de taille vient de nous parvenir, qui est issue d'un cadre supérieur des télécommunications en Algérie. Il nous dit qu'une société chinoise spécialisée en termes de brouillage, de subversion, d'infiltration et de parasitage des réseaux sociaux est à pied d'œuvre en Algérie depuis une vingtaine de jours. Elle vient rejoindre d'autres sociétés qui étaient déjà sur les lieux, c'est dire. Aujourd'hui, Huffington Post, Iman Houda Faraon veut interdire les sites à caractère pornographique et raciste par rédaction du HuffPost Algérie. Aram Buzz, Faraon, les secrets des Algériens sont en vente sur Facebook par David Padoua. Dia Algérie, quand Houda Faraon se place comme la ministre de l'Intérieur du Net par Selim Bey. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jamila Zeraoui, fondatrice
de Select Maghreb, un réseau de mise en relation dédié à la communauté maghrébine en France. Elle va nous en dire quelques mots. Et Yahya Mkhioba, journaliste, membre fondateur de Rachad. L'une et l'autre sont les deux côtés d'une même médaille, les réseaux sociaux. Jamila est le côté soft, si je peux dire, convivial, sympa, pendant que Yahya avait le côté hard, un peu méchant sur les bords, oui, agressif, offensif. Du moins, ce sont les qualificatifs du régime. Oui. Voilà. Jamila Zeraoui, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, mais juste un peu, de votre... Je vais être concise et très rapide. En oui. fait, tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, Select Maghreb, en quelques mots, c'est un réseau de mise en relation que j'ai créé en 2011, qui a aujourd'hui 5 ans, enfin qui aura 5 ans le 10 novembre, et qui travaille à mettre en lien la diaspora maghrébine dans sa totalité, à savoir marocaine, algérienne et tunisienne. Et on met en lien cette diaspora à travers des événements de mise en réseau qu'on organise de manière très ponctuelle sur Paris, avec des résultats assez intéressants en termes de mise en avant de talents, parce que c'est important de faire montrer, mettre la lumière sur nos talents, et la mise en lien également par rapport à tout ce qui est business et carrière professionnelle. Et à ce jour, on est à 33 événements créés sur 5 ans. On a mis en réseau plus de 35 associations et réseaux de la communauté maghrébine. On a fait venir environ 3500 personnes sur nos événements et aujourd'hui, on travaille sur des diasporas un peu plus éclatées avec un événement qui va mettre en avant également d'autres diasporas comme la diaspora chinoise, turque et pakistanaise. Et pour revenir à ce côté soft, oui, en fait, je ne veux pas dire que je suis soft ou que nous sommes soft, c'est qu'on a pris le parti via le réseau et nos événements d'éviter deux sujets, à savoir la religion et la politique. On n'en parle pas. Voilà. Nous, notre intérêt, c'est de mettre en avant les initiatives, les talents et surtout de promouvoir le business parce que pour nous, je pense que la meilleure façon d'avancer rapidement et de manière efficace, c'est de faire travailler nos talents et faire émerger le côté entrepreneuriat que l'on a peut-être en nous et qui est une richesse. Voilà. Très bien. Avant de revenir sur Yahya, nous allons écouter une très courte intervention de la ministre. Elle a un titre long comme le bras, hein, ministre de la Poste, des Technologies, de l'Information et des Télécommunications. شبابنا للأسف أكثر شيء يؤذيهم في الإنترنت ماهوش المواقع الإباحية هو مواقع التواصل الاجتماعي. Yahya, elle exprime clairement qu'il y a une menace au sein du net, elle parle même du Facebook, mais bon, elle trouve des prétextes, elle dit que la menace viendrait de l'exploitation de la jeunesse, qui peuvent être détournés, que leur image peut être utilisée à leur insu. Madame Fal'oun, ou Mademoiselle Fal'oun, jeune ministre du gouvernement Sellel, ou moi je les appelle jeunes fonctionnaires, parce que le ministre c'est une fonction politique, et ils sont loin d'être des hommes ou des femmes politiques, exprime à travers ses déclarations le mépris qu'a le régime envers cette société. Elle dit quoi? Première déclaration de la semaine, et que le téléspectateur m'en excuse, elle dit que 80% des consultations d'Internet par les Algériens, c'est des sites pornographiques. C'est-à-dire que les Algériens ne sont pas à la hauteur intellectuellement, déjà pour avoir Internet. C'est vrai, c'est ce qu'elle dit. Hein, c'est ce qu'elle dit, mais des sites sont premièrement, il faut le prouver. Oui. Deuxièmement, avec la connexion médiocre qu'on a en Algérie, pour voir une vidéo, il faut galérer. Donc ça m'étonnerait que ça soit vrai. Troisièmement, si c'est le cas, et que si c'est un problème social, premièrement, il faut chercher pourquoi les Algériens vont sur ces sites, avant de penser des années, pour qu'il y ait un problème de frustration, il y a un problème de mariage, il y a un problème social. Je ne suis pas sociologue, mais un bon gouvernement aurait pris des sociologues pour réfléchir autour de la question et de proposer des solutions. Deuxièmement, elle dit que le plus grand danger ne vient pas de ces sites-là, mais des réseaux sociaux. Oui. Réseaux sociaux, ça veut dire société. C'est la société algérienne, à travers ces jeunes, les gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui s'expriment sur Facebook ou sur Twitter, c'est perçu comme étant un danger. Et là, ça nous explique la perception du régime envers cette société. Dès que cette société s'exprime dans la rue, dans un syndicat, dans une association, ou même à travers Facebook, c'est perçu comme un danger. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les Algériens s'organisent, ils ne veulent pas que les Algériens s'expriment, ils ne veulent pas que les Algériens s'informent. Parce qu'aujourd'hui, Facebook, c'est devenu un moyen d'information que le régime
ne contrôle pas encore. Donc tout ce qui est information qui n'est pas sous contrôle du régime, ou manifestation, ou organisation, ou expression politique ou sociale même, qui n'est pas voulue ou contrôlée par le régime, si ce n'est même Facebook, c'est perçu comme un danger. Madame Faraon nous a été présentée par la presse et par le NTV comme étant une dame qui a 28 ans, 29 ans, docteur en informatique, ouverte d'esprit, qui est là pour réformer le secteur. Réformer, ça veut dire faire avancer le secteur, ne pas le faire reculer. Quand on perçoit Facebook ou les réseaux sociaux comme un danger, ça veut dire qu'on a une peur d'Internet. Mais au même moment où elle... D'ailleurs, c'est bizarre, comme ces derniers temps, des ministres présents au gouvernement ou des hauts fonctionnaires sont en contradiction les uns avec les autres sur des sujets absolument fascinants. Par exemple, au moment où elle dit que Facebook menace, Yahya appelle les militants du RND à investir massivement le net. Oui, parce qu'il appelle les militants... Il dit même pour défendre l'Algérie. Ah, pour défendre sa perception de l'Algérie. Oui. Moi, je conçois que Yahya ait une perception de l'Algérie qui n'est pas la mienne. Pas de problème. 38 millions d'Algériens peuvent avoir 38 millions de perceptions de l'Algérie. Oui. Mais ma perception, qui n'est pas la sienne, n'est pas forcément dangereuse. Si je veux un état de droit, si je veux une démocratie, si je veux une justice sociale, si je veux une justice indépendante, si je veux avoir un président élu légitimement et pas désigné par une mafia politico-financière, une mafia militaire, c'est mon droit, c'est pas un danger. Oui, et sa perception frauduleuse des élections, sa perception perverse de la politique, c'est la perception. Mais lui considère dangereuse. que l'Algérie, c'est eux. Et que menacer ces gens, c'est menacer l'Algérie. C'est aussi simple que ça. Pour eux, l'Algérie, c'est une vache laitière. Dès que cette vache laitière peut leur échapper, on parle de pétrole et du gaz, des hydrocarbures, c'est un danger. Ils n'ont aucune perception d'avenir, aucune perception du présent. Vous avez dit, cette semaine, on a vu 2-3 déclarations contradictoires de 2-3 ministres du même gouvernement. Absolument. J'ai expliqué sur votre plateau il y a 2 jours dans une autre émission que dans un gouvernement qui se respecte, il y a une solidarité gouvernementale. Du moins de façade. Absolument. Dans un conseil du gouvernement, on peut avoir 2-3 ministres qui peuvent être en désaccord sur un sujet. Mais la question est tranchée soit par le Premier ministre, soit par un vote. Et le gouvernement, quand il sort de la réunion du conseil du gouvernement... Il est unanime. Absolument. Restez avec nous, Yahya. Je vous en prie. Alors, Jamila Zeraoui, votre perception de l'utilisation des réseaux sociaux, vous dites que vous êtes engagé dans une sorte de, j'allais dire, de consensus où vous ne recourez pas à la politique ni à la religion, que vous évitez soigneusement ces sujets. Tout à fait. Et vous pensez qu'on peut se permettre aujourd'hui, à l'heure où le pays, l'Algérie notamment, court un très grand danger, que les perspectives sont très sombres, que nous pouvons nous permettre le luxe de ne pas faire de politique dans les réseaux sociaux? Après, quand je dis que je ne me mêlais pas de politique, c'est le réseau que j'anime, évidemment, à travers mes événements, mais j'ai quand même un point de vue personnel que je peux évoquer, évidemment. Alors, pour ce qui est des réseaux sociaux, je vais revenir à la déclaration de la ministre par rapport au fait que 80% de la bande passante est utilisée sur des sites pornographiques. Je trouve ça assez bizarre parce que quand on sait bien, c'est quand même la première activité dans le domaine du net. Et ça, c'est dans le monde entier, c'est pas seulement en Algérie. Donc c'est vraiment une source de revenus, c'est la première activité. Ensuite, pour ce qui est de l'utilisation des réseaux sociaux, elle le maîtrise très bien parce que j'avais lu un article il n'y a pas longtemps sur l'utilisation qui est faite des réseaux sociaux par des ministres. Il s'avérait que cette ministre est celle qui utilise le plus les réseaux sociaux via des selfies, une mise en avant de son image. Donc ça serait dommage de vouloir supprimer. Elle a elle-même un compte Facebook? On la voit souvent, en tout cas, dans des images où elle est prise en selfie et elle adore se mettre en avant. Donc, c'est quelque chose qu'elle maîtrise à merveille et elle ne peut pas non plus refuser à d'autres, qu'elle se permet pour elle-même. Après, pour ce qui est donc de l'utilisation des réseaux sociaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Algérie, il y a quand même 3 points qu'il faudrait évoquer par rapport à ces réseaux sociaux et par rapport à la force qu'a aujourd'hui donc la jeunesse à utiliser ces réseaux. Je vais prendre juste le site Facebook comme exemple. Aujourd'hui, c'est 8 millions d'Algériens qui sont connectés sur Facebook. 8 millions. 8 millions. On était à 6 millions en 2014. C'est des chiffres officiels. Je pense qu'on a pu passer facilement à 2 millions de plus. Ce qui fait, c'est quand même une grosse masse de personnes qui se connectent. C'est 60% d'hommes, 30% de femmes sur les réseaux. Et c'est surtout une population de moins de 30 ans qui utilise ces réseaux sociaux. Donc c'est vrai que ça peut faire peur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette jeunesse a besoin d'espace pour s'exprimer, parce qu'il n'y a pas de lieu de vie là-bas. Enfin, il y en a très peu, du moins. Peut-être sur Alger. Des loisirs des lieux de vie et de rencontre, tout simplement, de se rencontrer et d'échanger, de faire du lien.
Donc c'est des endroits qui manquent et les réseaux sociaux pallient à ce manquement. Et c'est vrai que l'Algérie aujourd'hui n'est pas capable de mettre en place ces structures et de donner quand même des espaces de vie. Donc elle laisse au moins les réseaux sociaux pour ces personnes de s'exprimer. C'est aussi un lieu pour des artistes aussi qui ont besoin de faire émerger leur art à travers les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça marche beaucoup. Ça serait dommage quand même de limiter les réseaux sociaux à ça. Mais bon, il y a aussi un troisième point, c'est également l'économie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'économies qui dépendent du digital et des réseaux sociaux. Et mettre un frein aux réseaux sociaux, ça serait mettre à mal une partie de l'économie quand même qui commence à prendre à travers les réseaux. Et je pense qu'en point de vue économique, ça serait un manque à gagner énorme. Alors, la ministre dit, je la cite, hein, l'Algérie dépense des efforts considérables pour fournir une bande passante suffisante. Or, nous savons tous qu'en Algérie, la bande passante est absolument exécrable, très insuffisante. Ça veut dire qu'il faut rester 1 heure de temps pour visionner une vidéo YouTube ordinaire. À votre avis, pourquoi? Et nous savons aussi que des sociétés très spécialisées en la matière sont là-bas pour juguler justement le flux. À votre avis, pourquoi font-ils ça? Si tant est qu'ils le font. Pourquoi font-ils ça? Bon, je pense qu'il y a des échéances qui arrivent et qui sont un peu sinistres pour notre pays, malheureusement. Donc je pense qu'ils sont en train de préparer une relève et de préparer le chemin pour pouvoir canaliser toute la contestation qu'il va y avoir derrière et qu'il faudra brimer. Malheureusement, bon, j'espère qu'ils n'arriveront pas, parce que s'ils le font, ça va être très très grave pour la démocratie, pour cette jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un à qui on va supprimer un accès sur Internet, à mon avis, va être plus à même de sortir dehors et de se révolter. Ça va être quelque chose qui va peut-être le pousser à aller dans la rue. Justement. Aujourd'hui, il y a deux choses qui poussent, c'est le manque de pain et puis la liberté. Et un jeune, à mon avis, n'aura rien à perdre. Vous m'amenez justement à la question que je voulais poser à Yahya. Nous savons tous que, vous savez très très bien, Yahya, vous qui êtes à Rachad, un mouvement très... fondateur, hein, j'y rejoins après. Oui, d'accord. Voilà, excuse-moi. Alors, nous savons tous que le régime a fait en sorte de neutraliser la scène politique. Ça veut dire les rares partis politiques qui essayaient d'être dans une vraie opposition, il les a finalement neutralisés, ils se sont portés aux élections, ils ont des députés aujourd'hui dans la PN. Les autres, ce sont des épiceries politiques, tout le monde le sait. Et donc, il a fait en sorte, le régime, je fais un bref historique comme ça pour essayer de comprendre la question que je vais poser. Ils ont fait en sorte que si demain il y a une contestation, et nous y allons, même les partenaires occidentaux de l'Algérie savent que nous y allons à grands pas, que c'est même imminent. Même le cinéma hollywoodien s'y met. Voilà, alors, exactement. Je vous remercie de le rappeler. Alors, ils ont fait en sorte que la scène soit vidée pour qu'il n'y ait aucune force autour de laquelle pourraient se rallier les contestataires, pour que, dans le meilleur des cas, ça dégénère en violence déchaînée, incontrôlée, qui se retourna donc forcément contre les citoyens, et pour que les citoyens en arrivent à dire « Ah, mais si c'est comme ça, on préfère le régime avec cet art, cette turpitude, plutôt que la violence qui risque de transformer l'Algérie en Syrie, en Libye, etc. » Alors, aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte qu'il y a 2 foyers qui sont capables de pouvoir fédérer, agglomérer des actions de contestation politique, et qui sont, les maires de disparus, les maires courage, et de 2, les réseaux sociaux qui peuvent demain, comme cela s'est passé pour la Tunisie, pour l'Égypte, devenir des quartiers généraux de mobilisation citoyenne. À votre avis? Premièrement, comme vous avez dit dans la présentation, les partis politiques dans leur ensemble, je ne vais pas citer un parti politique particulier, ils sont décrédibilisés soit par le régime, soit par leur propre comportement en participant à un des gouvernements de Bouteflika ou à un des gouvernements de Zaloual, ou même en participant aux mascarades électorales qu'on nous présente chaque 5 ans. Et la prochaine, c'est en 2017, et vous verrez des partis politiques dits d'opposition qui vont essayer de nous expliquer qu'il faut aller voter, que participer, c'est bien, qu'à l'intérieur du Parlement, on peut défendre des idées, alors que c'est du pipeau. Le régime a remarqué que dans les réseaux sociaux, les commentaires et tout ce qui est publié, même en termes de vidéos, les jeunes qui ont 30, 35 ans, même qui ont 40 ans, publient des publications qui sont à l'encontre de ce que veut le régime et de ce que même défendre les partis officiels qui sont agréés par le régime et qui font une opposition de façade. Donc le régime et ses conseils ne sont pas dupes. Donc ils savent très bien qu'il y a une masse populaire qui échappe au contrôle de ces institutions-là. Donc cette masse s'exprime à travers Facebook, parce qu'il faut savoir que
depuis les réformes de 2012, il est très difficile de créer une association, même une association de quartier. La loi sur les associations a fait qu'aujourd'hui, la loi sur les associations, c'est presque impossible de créer une association. Pourquoi pourtant elles n'ont pas joué leur rôle, les associations? Non, mais le rôle du moins qu'on aurait il y a certaines espéré associations, attendre. il y a la Ligue des droits de l'homme qui a joué son rôle, il y a, comme ils appelaient les associations à caractère politique, il y a certains partis, surtout ceux qui ont participé au contrat de Rome en 1995, il y avait le FFS, il y avait le FNN de Mehri, il y avait le PT de Louis Hanoun, Jaballah, etc. Et la Ligue des droits de l'homme qui avait participé à un fait politique très important dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Et il y a l'association Rage aussi, qui a été créée en 1989 dans le cadre des réformes du gouvernement Hamrouch. Il y a la SNAPAP, syndicat autonome. C'est des relais sociaux qui ont fait un travail qui fait qu'aujourd'hui, on a par exemple une association ou une organisation de familles disparues. Il faut savoir que le SNAPAP, le Rage, tous ces partis, pour le FFS aussi, canal historique, ont soutenu ce mouvement de femmes, de familles de disparus qui existe aujourd'hui, alors que par exemple le Hamas, leur fermer la porte, barbu, hein. D'accord. Donc, ils ne veulent pas que ce qui s'est passé durant les années 90, les gens qui disaient qui disaient ni État policier, ni État intégriste, existent encore. Donc, ils verrouillent tout ce qui est parti politique, tout ce qui est association. Il y a un nouveau mode d'organisation aujourd'hui qui sont les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. On n'a plus besoin de se constituer une association, on n'a plus besoin de se constituer un syndicat. On peut se parler sur Internet, on peut même se donner rendez-vous sur une place publique à midi. Comme c'était le cas à Place Tahrir en Égypte. Les jeunes se sont donné rendez-vous sur Internet, sur Facebook. Donc ça, ils anticipent, ils sont intelligents, ils sont bien conseillés. Ils ont de l'argent pour payer les cabinets conseils qui leur disent voilà ce qui s'est passé en Tunisie, voilà ce qui s'est passé en Égypte, faites attention. Mais le risque, c'est quoi? C'est que quand vous dites, M. Benchinouf, la situation économique est tellement catastrophique que l'explosion économique ou sociale est inévitable. Donc, si on veut en sortir et trouver une solution pacifique et négociée, il faut laisser les gens s'organiser. Quand vous aurez demain une contestation sociale qui n'a pas d'organisation, qui n'a pas de leader politique, cette contestation, elle va directement vers la violence. Il n'y aura aucun leader, il n'y aura aucune organisation qui sera capable de la canaliser. C'est ce qu'ils veulent. Absolument. Parce que ce régime-là, comme le régime syrien, comme le régime égyptien, il ne s'exprime, il ne se maintient qu'à travers la violence. Il faut savoir qu'en Syrie, Bachar al-Assad envoyait ses troupes pour donner des armes aux manifestations pacifiques. Les manifestations pacifiques en Syrie, durant une année, elles étaient pacifiques et non violentes. On a vu des soldats de Bachar al-Assad jeter des armes dans les manifestations. Mais prenez des armes, bon sang. Et on leur disait ça. Et on leur tirait dessus pour qu'ils prennent les armes. Au bout d'une année, je ne dirais pas que c'est une erreur politique, mais il faut être à leur place aussi. Je n'étais pas à leur place, je suis bien chez moi, donc je ne peux pas les juger. C'est ce qu'on veut éviter pour notre pays. Parce que quand on critique le régime, on ne critique pas l'Algérie, on critique ce régime politique et on l'invite à travers votre média, et on ne cesse pas de le faire, de prendre conscience de la dangerosité de la situation. Et cette dangerosité, casser les relais sociaux qui sont les syndicats et les associations et aujourd'hui les réseaux sociaux, va vous donner une génération de jeunes contestataires, casseurs, brûleurs et même, excusez-moi, Wallah, de la situation, preneurs d'armes. Parce qu'ils n'auront aucun leader. En 92, même s'il y a eu des dérapages, mais il y a eu par exemple, en Kabylie, Ahmed a joué un rôle extraordinaire. Tout le monde disait que les Kabyles allaient prendre les armes. Mais Ahmed a toujours été le leader qui a fait que la Kabylie reste une partie prenante de l'Algérie, indissociable de l'Algérie, et qui ne verse pas dans un conflit armé. En Kabylie, aujourd'hui, vous n'avez pas d'État. Vous n'avez aucun leader. Et en Kabylie, comme ailleurs, il n'y a aucun leader qui est capable de dire non au régime et de dire à la population attention à la violence. Et ça, c'est le résultat d'une vingtaine d'années de casse commise par le général Toufik, que je le tiens responsable personnellement, qui a cassé tous les syndicats, qui a infiltré tous les partis politiques et qui a placé des opportunistes un peu partout, comme Sidi Saïd, et qui ont retourné la veste à la dernière minute. Maintenant, c'est eux qui le critiquent les premiers. Qui a cassé tout. J'allais dire, c'est de bonne guerre. À quoi ça? C'est un régime qui se défend, qui veut empêcher une vraie contestation politique, qui réduit la bande passante, qui réduit la connectivité, qui disperse les mouvements politiques qui pourraient demain rallier une vraie contestation politique. On ne peut pas le lui reprocher, il est dans sa logique. Et c'est de bonne guerre. Mais à l'inverse,
est-ce que la société civile est dans une logique de vraie contestation politique, d'acheminement vers une vraie expression politique pour éviter justement de verser dans cette violence programmée à la limite, annoncée? Absolument, mais la société lui faut des leaders. Des leaders syndicaux, des leaders politiques, des leaders associatifs. Ces leaders-là ont été décrédibilisés. Soit ils les ont achetés, soit on les a poussés à l'exil. Oui. Maintenant, les leaders qu'on avait durant les années 90, ils ont 60 ans, 70 ans pour la plupart. Ils ne peuvent plus jouer le rôle qu'ils pouvaient jouer en 94-95. Maintenant, il nous faut de nouveaux leaders qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans. On ne les trouve pas. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on a cassé tous les relais sociaux qui existaient durant les années 90 et qui sont le fruit des réformes de 89. Et maintenant, on est en train de casser les réseaux sociaux. On veut verrouiller Internet pour qu'il n'y ait plus, pour qu'il n'y ait pas plutôt une émergence d'une nouvelle classe de leaders. Gémenes Héroï, vous pensez qu'on peut verrouiller comme ça, avec cette facilité, des réseaux sociaux, les empêcher de pouvoir trouver des voies d'expression politique? C'est impossible parce que le nombre est trop important par rapport à la masse. 8 millions de personnes connectées sur un site. Je ne sais pas, autant sur Twitter c'est un peu moins, mais c'est impossible de juguler et de canaliser. Et je vais revenir à ce qu'a dit justement sur le problème du leader. On rencontre le même problème ici avec la communauté maghrébine. On n'arrive pas à s'organiser parce qu'on manque de leaders émergents qui est là pour nous pousser et nous soutenir. C'est à peu près le même schéma en fait qui se passe ici, avec notre manière de nous organiser par rapport aux élections qui vont venir ici en 2017. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux ne peuvent pas forcément pousser à l'émergence de leaders. Moi je suis beaucoup ce qui se passe ici sur la diaspora. Il y a des personnes quand même qui pourraient être mises en avant. C'est dommage qu'on ne les entend pas assez, mais il faudrait peut-être leur donner un peu plus de crédit et de poids. Et je pense que ça peut se jouer aussi à l'étranger avec la diaspora, et je pense que le gouvernement ne fait pas beaucoup d'efforts avec cette diaspora, mais je pense qu'elle en a peur aussi. C'est quelque chose qui peut l'effrayer. Et c'est vrai que cette diaspora est très active sur les réseaux sociaux. Que ce n'est pas possible de juguler. Peut-être, j'entends bien que vous puissiez penser cela pour la France, par exemple. Mais en Algérie, c'est très faisable, c'est très possible. À moins d'enlever le câble, de débrancher Internet, comment vous voulez faire? La connectivité. Voilà, comme a par fait exemple, vous allez en Algérie, Google, vous ne pouvez pas capter vous regardez une vidéo d'un opposant sur YouTube, vous mettez 1 heure pour la visionner. C'est ce qu'a fait la Chine, il me semble, avec YouTube, mais il le fait encore. Voilà. Oui, donc c'est possible de juguler. Oui, mais sur certains sites, ils ne pourront pas le faire sur tous les médias. Et je pense aussi que la communauté internationale va peut-être bouger dans ce sens. Je me souviens, lorsqu'il y a eu donc la coupure avec les examens du bac, la communauté, elle s'est quand même mise en avant en disant que c'était effrayant ce qui se passait et qu'il fallait faire quelque chose. Est-ce que ça va faire bouger également les opposants à l'étranger? Possible que oui. En Algérie, il y a, je vous parle des structures connues, hein. Il y a des équipes supposées être des équipes de lutte contre la cybercriminalité, une de la gendarmerie nationale, une de la DGSN, Direction Générale de la Sûreté Nationale, et une de l'ex-DRS. Oui. Ce sont 3 équipes. Et on dit que celle de la DGSN est composée d'hyper, hackers. Les hackers. Ouais. Des hackers de très haut vol. Pour pouvoir infiltrer les comptes des gens, semer la zizanie, envoyer du n'importe quoi chez les gens. Et donc, ces 3 équipes sont composées de centaines de gens dont le seul métier, le seul travail consiste à faire ce genre de travail. En plus de la très, très pauvre accessibilité. Donc, et c'est pour ça peut-être qu'au niveau des réseaux sociaux algériens, même s'il y a des groupes et des personnages, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de l'édito, des individualités très charismatiques, malgré ça, c'est un peu excusez du terme, c'est le foutoir. Oui. Hein, c'est impossible de s'organiser, impossible, comme par exemple ce fut le cas en Égypte, comme ce fut le cas pour les Tunisiens. Mais ça peut être aussi, dans le sens contraire, ça peut être aussi ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte aussi. Il y a aussi ce phénomène dont on parle peu et qui existe sur les réseaux sociaux, des gens qui sont payés pour également faire la zizanie et aussi allumer le feu. Donc on a quand même ces 2 cas de figure qu'il ne faut pas négliger. Et ces lanceurs d'alerte font très bien leur boulot parce qu'ils arrivent quand même à drainer pas mal de public derrière eux et puis lancer une opinion et faire que cette opinion soit détournée. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça peut aussi apporter quelque chose de négatif dans ce sens. On peut détourner une opinion facilement sur un sujet complètement anodin. Oui. Et c'est vrai qu'on l'a vu sur plusieurs sujets d'ailleurs. Hein. Nous allons écouter une petite intervention de Ouyahia. Ce sera notre 2e soundbite. Et puis nous reprenons le débat. كل ما كانت ظروف أو نوايا للمساس باستقرار الجزائر
من الداخل كانت كل مرة تستغل شريحة الشباب. وأناشد الشباب الجزائري عامة من خلالكم إلى اليقظة لكي يتفطن لبعض الفخخ التي قد تدبر ضد البلاد وضده من طرف جماعات عندهم رجل هنا ورجل هنا. كاين البعض اللي يخلطوا الجزائر دايرينها مصدر باسبور ومصدر إقامة من بين الإقامات، حسابات بنكية هنا وحسابات بنكية لهيك. Alors, Yahya, vous l'avez entendu cette prestation, cette fameuse prestation? C'est la polémique sur les binationaux, c'est Voilà. ça? Ça veut dire que, bon, il parle un peu des réseaux sociaux, des gens qui sont, il parle surtout d'eux, je présume, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, notamment d'anciens ministres, d'anciens experts, des journalistes, des intellectuels, qui osent s'exprimer, contrairement à la grande masse des intellectuels de la société civile qui se tait. Et donc, lui dit, ils ont 2 comptes en banque, un pied de chaque côté, ils sont là. Alors que c'est le cas quasiment de tous les barons du régime. Tous ont 2 pieds de chaque côté de la barricade, si je peux dire, de la Méditerranée. Tous ont des comptes bancaires richement alimentés. Et il vient là nous faire... Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une insulte envers la diaspora, tout simplement, et pas seulement les gens qui le vivent, mais c'est toute la communauté algérienne qui vit à l'étranger et qui est aussi algérienne que lui. Et je pense qu'on n'a pas du tout de compte à lui rendre à ce niveau-là. Et on a le droit d'avoir les opinions qu'on veut et de les exprimer de manière libre. Après, si on veut faire avancer notre pays, c'est très bien. Et je pense que c'est vraiment la dernière personne à pouvoir s'exprimer sur ce sujet, tout en sachant qu'il doit aussi profiter des avantages de la France à son niveau. Je ne sais pas comment il vit quand il vient ici, mais je pense qu'il doit être très bien accueilli par le Quai d'Orsay. En plus du fait qu'il a été le principal artisan des fameuses dispositions constitutionnelles et de la dernière mouture. Voilà, donc je pense qu'il faut arrêter de taper sur la diaspora. Parce que la diaspora... où les gens de la diaspora sont devenus des citoyens de seconde zone, de façon constitutionnelle. C'est-à-dire vous, par exemple, si vous êtes franco-algérienne, vous n'avez pas le droit de vous présenter aux élections présidentielles, par exemple. Tout à fait, mais vous n'avez pas le droit de prétendre à certains postes aux fonctionnaires, de grands commis de l'État. Non, je pense que là, ils sont en train d'envoyer des messages très clairs à la diaspora. Ne vous mêlez pas de ce qu'on fait et restez là-bas et ne venez pas. On n'a pas besoin de vous, tout simplement. Après les avoir poussés à l'exil, ils leur disent... Poussés à l'exil, je ne sais pas. C'est vrai que nos parents ont eu peut-être... Bon, c'est vrai que l'immigration aujourd'hui n'est pas la même dans les années 70. Absolument. Mon père, Allah rahmou, a quitté l'Algérie parce qu'il avait besoin de faire nourrir sa famille. Aujourd'hui, un jeune qui bouge à l'étranger, je ne sais pas quelles sont ses réelles raisons. Mais la diaspora, en tout cas, le prend très mal. Le prend très mal et prend ça un peu comme une insulte à son égard. Il y a 250 000... Insulte envers les Chibénis, envers... Ça, ce sont des chiffres à peu près vérifiés. Combien? 250 000 Algériens, des élites, toutes. Ce sont des élites, ça veut dire des médecins, des ingénieurs, des banquiers, des journalistes, qui ont quitté le pays au cours de ces 20 dernières années. 250 000. C'est une fuite, c'est une fuite. C'est une hémorragie. C'est un gain... à perdre, je ne sais pas combien de milliards, ça a été estimé. Mais 1100 milliards de dollars de pertes en termes de valeur ajoutée. Oui. C'est Gomzian, je crois, qui a fait l'estimation. 1100 milliards de dollars. 1100 milliards, vous imaginez la fuite que c'est? C'est l'équivalent de l'exportation algérienne en hydrocarbures depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Depuis 20 ans. Complètement. Donc c'est vrai, d'un côté, on a quand même des discours assez ambivalents. Donc on a besoin de vous, venez, vous êtes les bienvenus, la diaspora... On a besoin de la diaspora, mais quand on est là-bas, c'est pas du tout le même discours qu'on entend. On est le bâton qu'on nous met dans les roues pour avancer, pour réussir, pour mettre à bien nos projets. C'est très très compliqué et c'est difficile. Donc c'est vrai qu'entre le message qui passe, venez parce qu'on a besoin de vous, ou Yahya qui sort non, finalement, vous restez où vous êtes. Vous restez où vous êtes parce que finalement, vous êtes source de discorde. Ils sont un peu schizophrènes quand même, dans leur manière de parler. La diaspora peut présenter un autre modèle. C'est que les gens qui ont vécu en Occident, généralement, parce qu'ils ont peur de cela, plus essentiellement, c'est qu'ils ont dans leur tête ou dans leur vécu un modèle politique, un modèle social. Alors quand ils viennent en Algérie, ils commencent à dire, ça va. Moi, ça m'est arrivé dans ma famille, les gens me disent « ouais, tout va bien, alhamdoulilah ». Moi je dis « ça va pas, ça va pas, ça ne devrait pas fonctionner comme ça ». Parce que dans mon vécu, humblement bien sûr, j'ai un autre modèle qui n'est pas celui qui est mis en pratique en Algérie. Et c'est cette transportation de modèles politiques, culturels et sociaux dont le régime a peur. Il faut voir que... Ça va au-delà de ça quand même. Parce que oui, souvent, même. Il faut voir que même la loi sur les binationaux en Algérie, la réforme constitutionnelle, est tombée au même moment où il y a eu le débat ici en France
sur les binationaux, les Français binationaux, sur la déchéance de nationalité, Absolument. sur l'intégration, le débat sur l'identité. Et au lieu de soutenir cette diaspora, cette communauté algérienne, notamment en France, on a fait la même chose en Algérie, voire pire. Parce qu'un binational ici en France, il peut devenir ministre. Oui. Il peut même devenir même chef de l'État. Ce qui n'est pas le cas en Algérie aujourd'hui, pour nous, Algériens, qui ont la double nationalité. Deuxièmement, vous voyez la gestion policière. C'est-à-dire la gestion policière de la communauté algérienne établie à l'étranger, c'est qu'on a peur de vous. Si vous avez des sous à vendre au Square Sofia, vous êtes les bienvenus parce qu'on a besoin de vos devises. Mais tout ce qui est politique, même investissement, vous verrez par exemple... Même économique, c'est difficile. Sur le plan, pas seulement sur le plan politique, économique, hein. vous verrez que les Marocains et les Tunisiens ont plus de facilité d'investissement chez eux que nous, Algériens. Les Marocains, étant non pétroliers, hein, ils ont le droit d'accéder au logement social au Maroc. Nous, Algériens, on n'a pas le droit d'avoir un logement social ou même ADL qu'on paie avec notre argent. On n'a aucun droit. Le seul droit qu'on nous donne aujourd'hui, c'est de galérer 24 heures pour avoir un ticket au niveau du consulat et de partir à Alger et vendre nos euros au marché noir parce que les ministres ont besoin de faire sortir leurs milliards volés en Algérie. C'est le seul droit qu'on a. Moi, je la trouve très gentille, la diaspora algérienne envers l'Algérie, quand même. Très gentille. Et Pas envers l'Algérie, envers le régime, vous voulez dire. Oui, parce qu'ils ont toujours cette envie d'aller en Algérie, ils ont toujours cette envie de bien faire. Et quand on dit qu'est-ce que la diaspora peut apporter, mais c'est ce que l'Algérie peut apporter à la diaspora. Et c'est pas le contraire. Hein. C'est plutôt dans ce sens qu'on devrait voir ça. Parce que finalement, les gens qui sont là, ils sont bien. Mais s'ils veulent aider l'Algérie, c'est pour que ça aille mieux. C'est pour faire avancer des choses. Bien sûr. Voilà. Comment expliquez-vous que ces élites, celles qui sont arrivées récemment au courant de ces 20 dernières années, 250 000, c'est énorme, c'est énormissime. Il y a aussi des enfants issus de l'immigration. Hein. Oui, c'est de l'immigration. Mais comment expliquez-vous des gens qui sont venus eux-mêmes. Comment expliquez-vous qu'elle ne s'implique pas suffisamment? Vous en êtes un exemple symptomatique. C'est-à-dire quand vous vous êtes engagé dans ces réseaux sociaux, c'est à des fins Alors, autrement engagé, que non. politique. Non, parce que moi, en fait, dans mes événements, je fais beaucoup de mise en lien sur la communauté franco-algérienne. Je permets à des gens qui ne se connaissent pas de se rencontrer, de faire du lien, de faire du business et de faire autre chose. Donc, je suis quand même partie prenante dans ce qui se passe quand même dans la communauté algérienne. Oui, j'entends bien, mais pas dire que je pourquoi, ne fais rien. Bien au pourquoi contraire. que ces élites ne s'investissent-elles pas dans le politique, dans la crise actuelle? Il n'y a aucun doute que nous allons droit au mur, c'est inéluctable, tout le monde le sait. Tous les analystes qui ont un tant soit peu de bon sens vous diront que le pays s'achemine droit vers la catastrophe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Or, les élites qui sont en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, s'investissent très peu aux côtés des élites qui sont au pays et qui sont en train de se battre justement dans les réseaux sociaux. Il faudrait leur poser la question directement. Moi, j'en connais quelques-uns autour de moi qui s'investissent. C'est vrai qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Après, moi, je trouve que c'est des personnes très courageuses parce qu'elles donnent de leur temps, elles sont motivées et finalement, des fois, le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'elles attendent. Je pense que c'est l'usure qui fait qu'elles arrêtent un moment de s'investir. Elles sont usées par l'effort, par le travail. Et puis, à un moment, la vie de tous les jours, la vie de tous les jours. La routine. À un moment, on est en France, il faut aussi penser à sa carrière ici, à son futur. Donc, à un moment, c'est vrai qu'on vous dit ici, bon, vous êtes française, vous allez vous investir dans une campagne avec Juppé, par exemple, et après on vous dit non, finalement, il faut aussi s'investir de l'autre côté de la Méditerranée. Ça devient difficile quand même pour les franco-algériens ici, hein, ça devient compliqué. Et on ne leur facilite pas la vie de l'autre côté de la Méditerranée. Faut juste, ce que vous avez dit, c'est symptomatique. Par exemple, si on parle de la France, vous verrez que, par exemple, le nombre, on parle d'immigrés, on ne parle pas d'enfants issus d'immigration. Oui. Il y a 20 ans, si je puis dire, les Algériens étaient majoritaires dans la gestion, par exemple, des mosquées, ici en France. Maintenant, si vous faites le tour des mosquées, c'est juste un exemple parmi d'autres, vous verrez que c'est les Marocains qui tiennent les mosquées. Même si la majorité des fidèles, c'est des Algériens ou origine algérienne. Pourquoi? Il y a un problème. C'est que les Marocains, ils ont un État derrière eux qui les pousse, à travers leur ambassade, à travers leur consulat, à s'organiser en association. Ce n'est pas interdit de s'organiser en association. L'Algérie, on n'a pas ce lien. Ils ont avec l'amicale, ils gèrent les Chibani, ils leur mettent un bussier, une campagne électorale, ils les ramènent, après ils les oublient. Bien sûr, c'est ce qui arrive souvent. Et deuxièmement, l'immigration durant les années 80, c'est pas une immigration, comme a dit la dame des années 60-70, pour aller trouver un emploi ou améliorer sa situation économique et sociale, mais c'est des gens qui ont fui. Oui.
Ils n'ont pas immigré, ils ont fui. Ils ont fui une guerre Dans civile. les années 90, Absolument. ils ont fui de la violence. Ils ont fui la violence. Dans et les là, années 2000, ils ont fui la misère, la malvie. Puis même, il y a des gens qui se sont fait de l'argent durant les années 2000 en Algérie. Oui, Mais en oui. même temps, vous verrez qu'il y a des centaines de milliers d'Algériens qui ont fui le système. Ils ne pouvaient pas, parce que vivre dans une corruption, Exact. si vous voulez faire une carrière de fonctionnaire, pour moi j'ai fait droit, ma carrière c'était quoi? Faire avocat, notaire ou juge. Je savais que le système était pourri, donc je ne pouvais pas exercer ce métier. La seule issue c'était quoi? Soit faire du business ou me casser. Je me suis cassé, aussi vulgairement. Et mon cas, vous pouvez multiplier par des centaines de milliers. Donc c'est des gens qui ont fui. Et le seul rapport qu'ils ont avec ce pays, c'est les parents. Et généralement, dès que les parents décèdent, les gens ne vont plus. Il y a une cassure après qui se fait, tout à fait. Les gens vous verrez les Marocains, par exemple, l'été, prendre tous leurs enfants une grosse voiture et travailler toute l'année pour faire des économies, faire les achats pour 2 mois d'été au Maroc. Ce n'est pas le cas de tous les Mais Algériens. on connaît le cas. C'était le cas dans les années 80. Ça On n'est connaît, plus. le cas après la guerre civile. on connaît le cas de la plupart de nos émigrés d'avant qui construisaient au pays des maisons pour leurs vieux jours et ils construisaient même pour leurs enfants qui sont nés ici. Et puis après, vers les années 80, il y a eu comme une sorte de réaction un peu qui a éclaté un peu partout. Ces enfants refusaient d'aller au pays. Ils disent « Mais papa, notre pays c'est là, c'est pas là-bas Oui, parce qu'il y avait la ». Et guerre. ces Mais maisons ils qui vont en ont été vacances. construites par milliers, si ce Milliers n'est de pas maisons dizaines de vides, ouais. milliers, Ça nous appelle sont restées vides, les enfants puis elles ont pauvres. été vendues, puis les Chibani qui les ont construites ont tous reflué vers la France, là où sont les enfants. Ils ont fait l'erreur de Et- ne pas acheter ici, de ne pas Voilà, s'installer voilà, durablement. et Ils voilà, le payent et aujourd'hui, voilà, malheureusement. voilà. C'est incroyable, c'est très amer et c'est C'est très. triste, hein, c'est triste pour les Chibénis. Ouais. D'ailleurs, à cet effet, il y a un événement demain qui va se tenir sur Gennevilliers et qui va porter sur les Chibénis. Donc, si ça intéresse des personnes, c'est demain, c'est toute la journée, c'est dans le foyer à Doma. Enfin, non, je ne crois pas que c'est le foyer à Doma, mais en tout cas, vous allez sur Facebook, les réseaux sociaux, D'accord. et vous regardez, ça va se passer demain, et c'est une journée qui va être faite justement en mémoire des Chibénis pour les soutenir. Voilà. Vous pouvez répéter où au juste Alors ça va se passer à Gennevilliers, je crois que c'est à l'espace des Grésillons, donc allez sur Facebook et tapez Journée Chibéni. Et c'est organisé par l'association Indra et par plusieurs collectifs qui travaillent justement sur la question des Chibénis. La question des Chibani, si vous permettez, c'est incroyable. C'est là que vous remarquez le désengagement du régime algérien envers ses citoyens. Et le rapatriement déjà des corps. Hein, Mais qui n'est pas avant fini. 62, qui finançait la révolution algérienne? C'était ces Chibénis. C'était C'est les mineurs, c'est les travailleurs chez Renault, chez L'immigration en Simca. France a été le premier Absolument. pourvoyeur de fonds, les fameux passeurs des Mais valises. bien sûr. Mais moi, j'ai fait une émission avec un certain M. Absi qui est à Gennevilliers, j'espère qu'il est encore vivant, un des comptables de la Fédération de France. Il me disait, en 58, on avait un État dans l'État. Même, d'ailleurs, la télé française a fait un reportage qui s'appelle « L'État dans l'État ». Mais après peut-être 62, on est-il leur utile de tourne. rappeler le réseau Janssen des passeurs de Absolument, valises absolument. qui faisait passer l'argent de France vers la Et Suisse. aujourd'hui, on est en train de débaptiser des rues à Oran, des Français qui ont combattu pour la liberté de l'Algérie, pour l'indépendance. Ils sont en train d'enlever leur nom. Ils ont débaptisé des rues. effacent l'histoire. Oui, Voilà. c'est vrai. Absolument. Oui, oui. Nous arrivons bientôt à la fin. J'aimerais que vous nous disiez l'un et l'autre, le mot de la fin, comment faire pour essayer de faire des réseaux sociaux un espace où les gens pourraient se retrouver pour éviter justement d'aller vers la violence et pour essayer de porter une vraie contestation politique sans violence, de façon apaisée, Moi, sereine. si vous permettez en 30 secondes, moi j'invite les jeunes Algériens, parce que c'est les gens qui ont 35 ans ou moins de 35 ans qui vont sortir dans la rue. On l'a vu cette semaine à WhatsApp. Il faut profiter d'Internet et de Facebook et de Twitter, et même de la liberté d'avoir un blog, par exemple, un blog à WhatsApp, un blog qui parle de Djelfa, un blog qui parle de Tizi Ouzou, de ramener l'information locale aux habitants de la région. De profiter des pages, par exemple, créer une page Sétif, page Tiaret, page Waharan, pour parler de la réalité de la société oranaise, de la société de Belabbas, et de parler des problèmes de tous les jours, pas essentiellement de politique. Et j'invite les gens à profiter de ça et de s'organiser d'une manière non violente. Par exemple, ce qui s'est passé à Ouadsouf cette semaine. Oui. Les gens sont sortis dehors pour dénoncer les factures d'électricité trop chères par rapport à la consommation qu'ils ont eue en juillet-août. Parce qu'ils sont obligés de mettre Absolument, les climatiseurs à fond parce qu'il fait très chaud. degrés à l'ombre et qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Mais et qu'ils ont reçu des factures qui sont l'équivalent de 2 fois le SMIC. Absolument. D'un SMICard. Il faut profiter de ces réseaux pour s'organiser, pour se connaître, pour se réunir,
pour organiser des contestations non violentes. Il ne faut jamais, au grand jamais, verser vers la violence. La violence décrédibilise l'action sociale et politique. Et les réseaux sociaux peuvent être un facteur... Mais Yahya, le régime est en train de tout faire, vous le savez très bien, pour canaliser cette demande de changement, cette aspiration à une vraie transition politique. Le régime est en train de tout faire pour pousser les gens à la violence. Et vous savez que malheureusement, que les multitudes sont maniables, sont manipulables, surtout chez nous. Parce qu'ils sont comment faire pour éviter justement? Ils sont dans la gestion... De façon concrète, comment faire? Ils sont dans la gestion policière de la société. Nous, en tant qu'Algériens, on peut déjouer cela en comprenant que la violence... La première chose à comprendre, c'est que la violence les sert et nous dessert. Donc, il faut éviter la violence. Et le discours, et le geste. Et surtout le racisme. J'ai remarqué, si vous permettez, certains discours racistes sur Facebook. Arabe, Chaouia, mais ça, c'est les lanceurs d'alerte qui font ce travail. C'est incroyable. En plus, si ce régime avait la moindre conscience, si ces flics qui nous dirigent aujourd'hui avaient la moindre conscience, si quand ils remarquent que des gens se détestent par la langue, par la couleur, par la région, ils comprendraient en moins qu'il y a un problème au niveau de cette société. On ouvrirait un débat, on appellerait des experts. Parce qu'il y a un problème social dû au mariage, dû à la langue, à la région, même à la couleur de peau. Donc, ce n'est pas que la situation économique qui est dangereuse. Exactement. Voilà, Jamila? Moi, je pense qu'il faut faire confiance à la jeunesse. Je pense qu'elle est intelligente. Les jeunes d'aujourd'hui, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils s'adaptent très très vite aux nouveaux outils digitaux. Et la chance qu'ils doivent saisir justement, donc, c'est d'utiliser ces outils. Et je pense qu'ils auront du mal à canaliser quand même tous ces réseaux sociaux parce que ça va très très vite aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut créer 1000 comptes, c'est pas un souci. Les gens, on va leur supprimer leur compte, mais ils vont revenir, ils vont passer par d'autres serveurs, ils vont se débrouiller pour être toujours présents. Et puis surtout, je pense qu'ils auront toujours une longueur d'avance par rapport à ces personnes qui tentent de les juguler et de leur museler donc la parole. Donc je pense qu'il faut leur faire confiance. Il faut aussi... J'avais retenu quelque chose que tu as dit, mais j'ai tout de suite oublié, je suis désolée. Oui, la non-violence. Je pense que la non-violence, c'est ce qu'il faut prôner, le dialogue, la discussion. Et je pense que les réseaux, justement, aident beaucoup à dialoguer, donc il faut tendre à ça. Et ensuite, pour terminer, on va parler d'un point de vue plus généraliste. La censure des réseaux sociaux, c'est pas qu'en Algérie, on l'a constaté également dans le monde. On a vu récemment Facebook qui a clôturé le compte de plusieurs militants pro-palestiniens, purement et simplement. Absolument. Et aujourd'hui aussi en France, il y a beaucoup de militants qui se voient fermer leur compte parce que dangereux. Donc c'est quelque chose aussi qui tend peut-être aussi à s'étendre vers d'autres pays et d'autres systèmes. Voilà, donc c'était ma conclusion. Merci. Je rappelle, Jamila Zeraoui, que vous êtes la fondatrice de Select Maghreb. Voilà. Merci d'être venue. Je vous en prie, merci de l'invitation. Merci d'être venu. Cette émission est donc terminée. Qawala khair b'slama. Slama.